Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Laura Capel, chercheuse en danse, sociologue, journaliste et critique. La sortie du livre Créer des ballets au XXIe siècle et l'adaptation en BD de son ouvrage de référence Nouvelle histoire de la danse en Occident sont l'occasion de raconter son amour pour l'écriture, la recherche, les œuvres scéniques comme objets à décrypter, la technique classique. Ces ouvrages sont également une façon de replacer la danse dans un contexte plus large et de contribuer ainsi au développement de la culture chorégraphique. On l'écoute avec joie. Bonjour Laura. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, en face de moi. Merci à toi. On a ce temps ensemble pour parler, je suis très contente. Moi aussi, surtout dans des périodes chargées. C'est une zone de respiration pour toi, on va prendre le temps de te raconter, parce que tu t'accomplis à différents endroits. Chercheuse associée à l'Opéra du Rhin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, sociologue, journaliste, critique d'art, pour différents médiums comme le New York Times ou le Financial Times. J'ai oublié des choses ou pas ? Pas beaucoup, j'enseigne aussi à la Sorbonne Nouvelle depuis la rentrée dernière. Voilà, ça c'est bien, alors que tu as été aussi directrice éditoriale du CND Magazine, des fonctions que tu as quittées en septembre pour effectivement te dédier pleinement à cette nouvelle... Exactement, parfois il faut faire quelques choix. Ouais. Effectivement, ça devenait beaucoup à la fois et j'ai eu la chance de prendre un poste à mi-temps à la Sorbonne Nouvelle comme professeur associé et c'est vrai que c'était une opportunité formidable et voilà comment ça s'est passé. Alors qu'est-ce que tu aimes dans l'exploration de ces différents métiers ? Je pense que j'aime bien les temporalités différentes en fait que ça représente parce que c'est vrai que la recherche c'est vraiment un travail sur le temps long. Pendant ma thèse, j'avais toujours l'impression de me projeter à plusieurs années plus tard, en fait, au moment où ce serait terminé. Et le fait de faire en parallèle du journalisme et de la critique, ça m'a vraiment permis aussi d'avoir ce plaisir de pouvoir écrire rapidement et aussi de publier rapidement, donc d'avoir aussi des retours et des échanges avec le milieu de la danse à ce sujet, parce que ça peut être très solitaire, en fait, sinon. Et laquelle de ces facettes te permet d'être le plus aligné avec ce que tu es vraiment toi ? Je pense qu'il les faut toutes, peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'est pas une très bonne réponse, mais j'aime bien cet équilibre-là, en fait, pouvoir naviguer entre des pratiques différentes. Aussi parce que ça permet de voir d'autres milieux professionnels et d'autres pratiques professionnelles, et donc de pas peut-être se sentir enfermé, en fait, dans les spécificités d'une pratique, les problématiques aussi d'une pratique. Moi, ça me fait comme une bouffée d'air, en fait, de pouvoir prendre ce recul-là en changeant d'activité. Et avec ta casquette de sociologue, tu arrives quand même à faire le pont avec la danse. Elle est toujours là, quelque part. Elle est toujours là. Je suis même devenue sociologue pour pouvoir travailler sur la danse. Et tu as fait une thèse là-dessus, d'ailleurs. Exactement, effectivement. Et c'est vrai que je cherchais à l'origine, quand j'étais à l'ENS de Lyon, comment travailler sur la danse, en fait, d'une manière qui fonctionne pour moi. Parce qu'au début, je viens de la littérature, en fait, de la littérature comparée. Et c'est vrai qu'en fait, c'est en découvrant les méthodes de la sociologie que je me suis dit, je pense que je vois dans quel cadre méthodologique je peux travailler sur la danse, en fait, par ce biais-là. Voilà comment j'y suis arrivée. Donc, c'est quand même trouver des chemins qui te conduisent toujours à la danse. C'est quand même ce but. Et aussi un petit peu au théâtre, parce que je fais beaucoup de critiques de théâtre à l'heure actuelle aussi. Comment ce chemin dans la danse s'est construit ? Je sais pas, on a l'impression que c'est un petit peu un effet boule de neige, je pense parfois, parce que quand j'ai commencé à écrire plus comme journaliste et critique, c'était encore pendant mes études, c'était vers 2009-2010. Donc ça a commencé pendant tes études ? Voilà, j'étais encore en même master à ce moment-là. J'ai commencé en parallèle du reste parce qu'on m'a proposé de le faire et parce que j'aime écrire, tout simplement. Mais il y avait le goût du spectacle vivant déjà. Ah ça, évidemment, depuis toujours. Même quand j'étais en classe prépa, je m'échappais le soir pour aller voir des spectacles. Donc
Voilà, ça a toujours été là. Mais le fait d'écrire dessus de cette manière-là, c'est arrivé effectivement pendant mes études, un peu par des opportunités qui se sont présentées parce que je pouvais écrire en anglais et qu'un magazine américain en fait m'a proposé d'écrire quelque chose. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est aussi très intéressant comme pratique et comme manière d'aborder la danse. Et cette première connexion, elle s'est opérée comment ? Grâce au forum des années 2000. Wow. C'était la grande époque des forums et des forums de danse. Et du coup, j'écrivais notamment sur des forums britanniques, en fait, mais pour échanger avec les gens, en fait, pour parler de spectacles. Et en fait, quelqu'un, je pense, a vu mes posts et a vu que je venais de France, en fait, sur un de ces forums. Et donc, m'a écrit pour me proposer un tout petit article, enfin, quelque chose pour un magazine américain qui était Pointe, à l'époque, qui existe toujours, pour lequel j'écris toujours. Et donc, ça a commencé comme ça, mais en fait, au début, c'était vraiment très ponctuel. Et au fil du temps, en fait, ça s'est développé, ça a été de plus en plus d'articles et ça a pris de plus en plus de place aussi dans ma vie. Pendant ma thèse, j'ai vraiment fait les deux en parallèle, en fait, à la fois du journalisme et de la recherche. Et donc, c'est un peu comme ça que cet équilibre s'est construit. Et la recherche, elle permet quoi ? La recherche, elle permet... là aussi de prendre du recul, je pense. C'est-à-dire de prendre le temps de penser, surtout par rapport, je pense, à une forme artistique qui est bien entendu toujours très prise par l'actualité. Enfin, il y a toujours de nouvelles choses à voir, il y a toujours des spectacles à chercher, à découvrir. Enfin, c'est très excitant. Et en même temps, je pense que moi, intellectuellement, j'ai besoin aussi d'avoir ce pas de côté. Pour prendre le temps de penser les choses de manière plus systémique, en fait. De réfléchir à un niveau peut-être plus global. Je pense que c'est juste que mon esprit aime fonctionner comme ça aussi. Et c'est... je sais pas comment dire, c'est très stimulant, en fait, mais d'une autre manière. En fait, on se sent moins absorbé par l'immédiateté de tel spectacle, de telle création, d'espace, et ça permet de replacer aussi ce qu'on voit, pour moi, dans une histoire, en fait, plus large, dans un contexte plus large. De comprendre l'impact de la danse d'un point de vue sociologique. C'est ça, et puis comment elle se fait aussi, comment elle se construit, quel impact elle a sur la société. Non que j'ai l'impression de le saisir dans son intégralité du tout, même en faisant de la recherche, mais ça permet aussi de dégager parfois aussi des grandes tendances et aussi parfois de réaliser que des choses dont on a l'impression qu'elles sont extrêmement nouvelles sur le moment, en fait ne le sont pas tant que ça. Enfin, il y a aussi beaucoup de circularité dans l'histoire de la danse où des choses reviennent qui effectivement ressemblent beaucoup à des choses qui se faisaient il y a 100 ans d'une certaine manière. Ça permet de se dégager de l'idée qu'il faut toujours faire table rase et faire quelque chose de nouveau, ce qui me semble pas être une idée très productive même pour les artistes de manière générale. Savoir avec quoi on dialogue, ce qui est venu avant nous, avoir cette connaissance-là, pour moi, je trouve que ça donne plus de finesse aussi, en fait, à l'acte à la fois de critique et aussi de création. Et c'est aussi parce que tu es fortement convaincu de ce que permet la danse, j'imagine, que tu œuvres comme ça à sa compréhension. On sait que c'est important et que ça a un rôle dans nos vies et dans la vie des autres très important. Je pense qu'une des choses pour moi, c'est que ça permet de dire des choses parfois ou de déployer des choses que verbalement on a du mal à traduire. Parfois, j'ai l'impression en voyant du mouvement que ça déploie un niveau de complexité sur les relations interpersonnelles, sur le rapport à soi, sur le rapport au corps, qu'il est difficile de mettre en mots. Alors, ce qui est totalement paradoxal à dire peut-être en tant que critique, mais c'est ce qui me fascine aussi, je pense, cet écart-là et cette nécessité ensuite de devoir se confronter à ça et essayer d'expliquer ou de dire par les mots ce qu'on a perçu qui est peut-être très difficile à verbaliser. C'est ce que toi tu y trouves que tu ne trouves pas ailleurs, c'est ça ? Sans doute, ouais. Je pense. C'est presque une. Je pense qu'il y a cette frustration-là, souvent chez les critiques. Enfin, c'est pas une vraie frustration, mais cette tension chez les chercheurs et chez les critiques, qui travaillent sur la danse spécifiquement par rapport au théâtre, par exemple, où c'est un art déjà du mot, en fait. Nous, on a décidé d'aller vraiment à l'endroit où il n'y a pas de mots, ou rarement. Ou alors il y a des textes de programme, mais pour moi, c'est encore autre chose complètement que ce qui se passe sur scène. Et nous, on essaie de mettre des mots dessus. On est un peu je pense qu'on est un peu ambitieux parfois. Et c'est pourquoi ? C'est pour rendre lisible la danse ?
Je pense que ça a plusieurs fonctions. Ça permet à la fois de créer du dialogue autour de ça une fois que le spectacle est terminé. Pour ça, on passe par les mots, en fait. Ça, c'est généralement avec ta casquette de critique. Oui, d'une certaine manière. Et je pense que ça crée aussi le fait d'écrire sur la danse. Ça constitue aussi des archives. Oui, tu fais mémoire. C'est très important pour la recherche, en fait. Une grande partie de la recherche en danse s'appuie beaucoup sur des sources écrites, là où le mouvement ne nous est plus accessible, ou est difficilement accessible, où on a des sources limitées, on va dire, sur le plan visuel. Donc oui, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a. Parfois, ce qui a été écrit sur la danse, parfois c'est la trace qu'on va en garder, en fait. C'est aussi une responsabilité très importante. Peut-être moins aujourd'hui, parce qu'on a quand même beaucoup de vidéos, on a des alternatives, mais historiquement, ça joue beaucoup dans la constitution de la danse. Et les archives de la danse, toi, tu y as accès, forcément, par ton... Elles sont riches ? C'est un trésor. Elles sont très riches, mais elles sont très frustrantes, je pense, parfois. Alors, après, moi, je travaille sur... même en tant que chercheuse, je travaille plutôt sur aujourd'hui, en fait, sur le 21e siècle. Mais c'est vrai que... Tu as œuvré aussi sur l'histoire voilà, de la c'est danse. vrai qu'en ayant dirigé Nouvelle Histoire de la danse en Occident, pour le Seuil, j'ai aussi beaucoup travaillé donc, avec des chercheurs qui s'intéressent à d'autres époques. Et j'ai une admiration incroyable pour leur capacité à... En partant d'une passion pour la danse, donc une passion qui généralement est une passion qui est liée au mouvement, à se confronter à des époques où ce mouvement est absolument difficile, presque inaccessible ou intouchable, et qu'on va chercher par le biais de sources dont il faut aussi écouter les silences, en fait, essayer de remplir les blancs. Mes collègues qui font ça, je trouve leur travail exceptionnel, vraiment. Alors toi, la danse, tu l'as expérimentée dans ton corps avant de l'écrire avec des mots. Oui, tout à fait. J'ai fait beaucoup de danse classique dans ma jeunesse. Et puis aussi un peu de cours divers et variés en parallèle, de contemporain, de danse moderne. Et après, à l'âge adulte, j'ai surtout beaucoup fait de tango argentin. Et tu penses que si tu l'avais pas expérimenté dans ton corps, tu serais à cet endroit aujourd'hui ? C'est dur à dire, sans doute pas, pour moi personnellement. Après, c'est vrai que j'ai toujours, une réserve à propos des discours qui disent on ne peut pas, par exemple, écrire sur la danse ou être critique sans faire de la danse. Je pense que c'est un discours qui peut être un peu dangereux à certains endroits parce qu'on peut aussi être capable parfois d'analyser des pièces, leur construction, leur dramaturgie, ce qui se passe sur une scène de manière très intéressante sans être nécessairement à un endroit de pratique constante. La plupart, je pense, des critiques ont quand même eu une pratique à un moment donné, mais c'est aussi parfois une pratique qui n'a rien à voir avec la pratique des professionnels. Une pratique amateur va pas forcément donner les clés exactes de ce qui se passe dans le corps des professionnels qu'on voit sur scène ou dans d'autres contextes. Donc c'est vrai que j'ai toujours une hésitation à dire que c'est une partie intégrante de la pratique de critique. Je pense que c'est important, qu'il faut aussi parfois laisser la place à des gens qui n'étaient pas du tout destinés à devenir des danseurs professionnels pour 1000 raisons, mais qui ont une capacité à décrypter des enjeux pour le champ de la danse. D'être d'abord, avant tout, un spectateur, une spectatrice passionnée. Voilà, c'est pourquoi pas, en fait. C'est vrai que l'accent est beaucoup mis aujourd'hui sur la pratique, même du point de vue des théâtres, en fait, du point de vue des actions de médiation, de la programmation. C'est passionnant. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux pour moi que l'œuvre scénique ou l'œuvre dans d'autres contextes, mais l'œuvre au sens de vraiment un objet chorégraphique qu'on propose à un public. Moi, j'ai aussi une passion pour ça, en fait, pour l'œuvre en danse, ce qui est peut-être un peu old-fashioned à l'heure actuelle, mais c'est passionnant de décrypter la construction d'une œuvre, vraiment, d'essayer de comprendre la pensée qui a déployé quelque chose sur, par exemple, 60-90 minutes, de comment un artiste a pensé même l'attention du public et les images que reçoivent le public de A à Z. Ça, pour moi, en tant que critique, ça me passionne, vraiment. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de ça pour une grande partie du public. En fait, il y a une grande partie du public qui aime voir des œuvres aussi, et pas que la pratique. Donc toi, ce que tu aimes, c'est, en tant que critique, c'est décortiquer la dramaturgie, comprendre effectivement comment l'espace a été investi. Beaucoup. Ouais, être à l'endroit de la création, quoi. Je suis passionnée par la question de la construction, en fait, des œuvres, effectivement. Ce qui peut se traduire par la dramaturgie, effectivement, ça dépend comment c'est un des aspects. Comment on le perçoit, c'est un des aspects, mais en fait, c'est plus comme ça dépend comment on voit la dramaturgie. Si on considère que la dramaturgie, c'est la construction, dans ce cas-là, oui, complètement. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai plus de mal avec des œuvres proposées ou des spectacles qui sont juste, par exemple, du mouvement impressionnant non-stop, mais qui n'est pas organisé.
pour le public. Ça, je trouve toujours ça un petit peu dommage parce qu'il y a des enjeux d'attention et aussi de ce qu'on donne comme message n'est pas le bon terme, mais le sens qu'on donne au mouvement par l'organisation de celui-ci et pas seulement par waouh, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a tellement de danseurs qui font des choses incroyables. Quand on passe pour moi à effectivement une organisation scénique, ça demande presque d'autres qualités aussi artistiques. Donc ça m'amène tout simplement à la question de quelle est la danse que tu aimes voir, toi ? C'est une question difficile comme critique, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup et parfois on se prend aussi de passion pour des œuvres. Voilà, là par exemple, récemment. Un exemple tout simple, je viens de voir une pièce une création de Saburo Teshigawa à Montpellier Danse, chorégraphe que je pense je n'avais jamais vraiment saisi à ce point. Enfin voilà, j'avais une admiration pour ce qu'il faisait, mais je pense que j'avais jamais été prise complètement intellectuellement et physiquement par son travail. Et là, ça a complètement été le cas dans Voice of Desert, sa création pour Montpellier Danse, qui est une pièce magnifique, vraiment. Mais c'est vrai que moi après ça varie beaucoup parce que j'ai aussi comment dire. J'ai des passions pour des œuvres parfois. Après, c'est dangereux parfois de se passionner pour un artiste, mais de pas réussir à voir que parfois ces œuvres vont être inégales en fait, d'une pièce à l'autre. Ce qui arrive. Et ça, et même c'est complètement normal en fait. Enfin, vraiment, tous les artistes font des œuvres plus ou moins réussies selon les années, selon les périodes. Je pense qu'il faut laisser là aussi la possibilité aux artistes de rater des choses en fait. Enfin, c'est très important dans une carrière. Et donc du coup, parfois ce sont des œuvres qui vont me capter plutôt que l'intégralité d'un répertoire. Après, c'est vrai que moi je viens vraiment, j'ai d'une passion de jeunesse pour la danse classique et j'ai une capacité de passion, je pense illimitée dans ce domaine qui évolue. Mais c'est vrai que quand on a grandi en étant fasciné par exemple des Bayadère, enfin des œuvres comme celle-là, tout en maintenant pouvant l'aborder d'une manière plus critique, mais voir une descente des ombres extraordinaire dans la Bayadère, ça reste pour moi une grande émotion aujourd'hui en fait. Et je pense que c'est important de le dire parfois aussi parce que la danse classique est souvent perçue avec un peu de comment dire d'ironie ou de distance, enfin voilà. Et bon, je revendique encore ma passion pour certaines de ces œuvres. Tu la défends, tu la soutiens. Et dans Voice of Desert, juste pour comprendre, ouais. Qu'est-ce qui t'a happé de manière très simple, parce que pour les auditeurs qui l'ont pas vu, mais tu vois, c'est comment... Vraiment, chaque pas, chaque geste était animé d'une intention et d'une émotion par ce biais-là, où on sentait à Saburo Teshigawa à 70 ans, on sent toute l'expérience aussi à la fois de son côté à lui, mais aussi de ses interprètes qui l'accompagnent depuis longtemps. Aucun geste n'est gratuit dans cette pièce. Et là, dans cette pièce spécifiquement, ça crée une espèce de méditation aussi sur l'âge et sur le temps qui passe. On avait l'impression par moments que c'était presque un adieu aussi. C'était très... Enfin, je pense qu'on était complètement absorbés, quoi. En plus, c'était en plein air. Donc, du coup, avec un rapport aussi à l'espace autour et à la nuit qui était... tout fonctionnait pour moi dans ce spectacle ce jour-là. Voilà. Et ton regard de critique, il s'est construit sur la durée. Est-ce que les choses que tu aimes aujourd'hui, elles ont le goût de celles que tu aimais quand tu as démarré? Ça a évolué un peu et c'est important, hein, à mon sens, pour moi, justement, l'expérience accumulée, en fait. Enfin, c'est vrai que parfois, c'est dur dans le champ de la critique aujourd'hui parce que... c'est très compliqué d'en vivre. D'ailleurs, personne n'en vit réellement. Enfin, souvent, c'est un mélange de sources de revenus. C'est aussi pour ça, j'imagine que toi, tu as développé d'autres métiers, d'autres facettes. En partie. Après, moi, ça a toujours fait partie de moi, je pense, la recherche. Donc, il y avait ça déjà, mais j'en parle beaucoup avec des collègues, notamment des jeunes collègues critiques de danse. Et c'est complexe parce que ça veut dire que parfois, on perd cette construction de l'expérience, en fait. Enfin, dans la génération précédente, on a des critiques qui exercent depuis 40 ans, en fait, 50 ans, et on a forcément une perspective différente. Enfin, cette expérience accumulée, elle a beaucoup de valeur aussi dans le champ de la critique. Et pour revenir à mon cas, oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'il y a des aspects, notamment de la danse contemporaine, avec lesquels j'étais pas en phase quand j'étais plus jeune. Moi, par ailleurs, j'aime beaucoup, comme j'en parlais, j'aime vraiment la construction du mouvement. Donc, et la construction complexe.
du mouvement. Donc même, par exemple, le hip-hop, je trouve ça génial, enfin ça me passionne. Les formes de danse contemporaine qui sont plus dans des états de corps plus, comment dire, plus lents, plus doux, enfin avec un rapport moins fort à une technique corporelle. Ça, je pense que j'ai mis plus de temps à rentrer dedans, ouais, de manière générale. Et pour autant, aujourd'hui, tu peux l'apprécier. Bien sûr, et puis je pense que c'est important aussi en tant que critique de faire l'effort de, même si on a toutes et tous des affinités différentes à l'origine, d'essayer de comprendre ce que cherchent les artistes qui sont dans tel ou tel mouvement, entre guillemets, ou dans telle ou telle mouvance, peut-être plutôt, esthétique, d'essayer de comprendre ce qu'elles et eux cherchent, qu'est-ce qui constitue du coup une œuvre réussie dans cette tendance-là, on va dire, et d'arriver à l'apprécier et à pouvoir l'expliquer aussi à des lectrices et lecteurs, même si peut-être on est moins obsédé par ces parties-là du monde de la danse. Voilà. Et les artistes que toi tu suis absolument Vraiment, c'est dur à dire pour moi. Parce qu'en fait, j'aime bien en tant que critique pouvoir aussi me laisser la possibilité d'être passionnée par des artistes par moment et puis de me dire, bon, bah, il y a des œuvres où, par exemple, pour te donner un exemple, il y a beaucoup d'aspects du travail de Crystal Pite que je trouve passionnants. Pour autant, les toutes dernières œuvres que j'ai vues m'ont semblé un peu moins réussies sur le plan dramaturgique. C'est pas très grave, j'irai voir avec grande joie ses futures créations. Du coup, peut-être qu'elle est moins à mon esprit à un certain moment. Donc c'est dur à dire. Mais aussi, c'est aussi parfois être critique, c'est pousser un cri d'amour pour un artiste et tu vois, et de dire, voilà, j'ai envie de donner le goût de ça à quelqu'un, de partager, de le faire venir. Après, pour moi, c'est plutôt pousser des cris d'amour pour des pièces. Ouais. C'est ce qu'on comprend dans ce que tu dis. Parce que parfois, en fait, c'est une question. Il y a des critiques, des journalistes qui aiment être très proches des artistes. Pour moi, il y a un degré de complexité là-dedans parce qu'en fait, dans ces cas-là, parfois, c'est plus difficile de prendre du recul quand on est très attaché à quelqu'un, de prendre du recul sur une nouvelle proposition et d'essayer de voir est-ce qu'elle fonctionne pas. Enfin voilà, pour les artistes ça peut être dur aussi. Enfin quand ils ont l'impression que des journalistes les soutiennent et sont passionnés par eux, qu'ils ont l'impression qu'il y a soudain une rupture entre guillemets de ce point de vue-là. Moi je suis plus là pour parler de la danse que j'aime et que je trouve réussie en fait, plutôt que pour être le porte-parole d'un artiste. Enfin pour moi c'est pas mon rôle. Enfin, voilà. Et alors est-ce que les mots pour décrire la danse changent? Il change d'autant plus que moi j'écris beaucoup en anglais. Et donc du coup, il y a des nouveaux mots qui arrivent en anglais. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux mots? C'est plus que moi je suis toujours un peu dans le passage d'une langue à l'autre et en fait j'adore écrire en anglais parce que l'anglais a un vocabulaire beaucoup plus large pour décrire le mouvement déjà de base. Tu trouves? Ah oui, mais je suis pas la seule à le dire. Enfin c'est pas c'est pas quelque chose que j'invente ici, mais en fait c'est tout simplement parce que l'anglais a beaucoup plus de verbes de mouvement, donc de verbes qui servent à décrire des qualités de mouvement. Donc du coup, parfois ce qu'on va dire en 5 ou 6 mots en français, on peut le dire en un mot en anglais et donner quelque chose de presque plus physique en fait, dans la langue, dans les critiques. Du coup, c'est vrai que je suis toujours entre ces deux, entre ces deux univers mentaux d'une certaine manière. Voilà. Et toi qui fais mémoire à l'endroit de la danse finalement contemporaine, parce que tu parles de la danse d'aujourd'hui, tu trouves que la danse change? Ouais, ça fait combien de temps que tu œuvres pour la danse, toi, en tant que... Du coup, je fais de la critique depuis 15 ans. Ouais, donc en 15 ans oui, évidemment. Et dans quel évidemment. sens? Je pense qu'il y a l'effet de l'arrivée des réseaux sociaux est très marqué. À la fois, d'une part, parce que maintenant, ça devient, je pense, une étape inévitable pour les artistes, pour mettre en valeur leur travail, pour le présenter, pour... être en lien avec les gens qui les aiment en fait, qui aiment leur travail. Mais je pense que ça a aussi des effets en fait ensuite sur le champ de la danse en fait et sur les œuvres qu'on voit, parce que créées pour TikTok ou pour Instagram, en tout cas
créer par exemple des vidéos qui sont très efficaces sur ces réseaux sociaux, sur ces plateformes-là, c'est pas tout à fait la même chose que de créer des œuvres scéniques. Et parfois ce passage-là est difficile, je trouve, pour les artistes en fait qui sont encensés à un endroit pour leur réussite dans ce domaine, qui est une réussite incroyable dans certains cas. Enfin, il y a une maîtrise, un savoir-faire aussi, des compétences spécifiques au fait de savoir filmer, monter des vidéos qui vont marcher sur les réseaux sociaux. Par contre, on n'a pas cet effet de montage de la même manière sur une scène. Quand je dis sur une scène, je dis au sens large. Ça peut être dans un musée, ça peut être dans un jardin, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, on n'a pas le montage des plans. Et donc, à partir de là, on peut pas chorégraphier exactement de la même manière. Ou alors, ça va pas marcher de la même manière. C'est comme la vidéo danse, en fait, n'a pas les mêmes prérequis ou les mêmes... les mêmes paramètres que la danse sur scène, et c'est un vrai ajustement, c'est complexe, je pense, pour beaucoup d'artistes à l'heure actuelle. Par exemple, cette idée, c'est ce que je disais sur le fait que parfois on voit des œuvres qui sont surtout basées sur du mouvement très impressionnant, mais qui n'est pas construit dans le temps. Je trouve que ça s'accentue, en fait, depuis 10-15 ans, mais c'est encouragé par ce système-là, en fait. Enfin, il faut développer d'autres savoir-faire en tant que chorégraphe pour s'éditer, construire son travail, organiser le mouvement dans un espace qui n'est pas l'espace de la caméra. Qui va garder l'attention du spectateur et qui va rendre ça intéressant. Si on est juste dans une relation frontale, parfois, de regarder ce que je sais faire, c'est dingue, au bout de 10 minutes, pour moi, ça m'ennuie, en fait. Enfin, j'ai envie de voir autre chose. Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit, je pense à des reconstructions ces dernières années, des œuvres de Dominique Baguet, par exemple, qu'on a vues ici et là, on voit mais un talent pour la construction qui est incroyable. À mon sens, il y a plein de jeunes artistes, de jeunes chorégraphes qui gagneraient en fait à aller vraiment regarder ces œuvres-là dans le détail, comprendre comment elles sont faites et peut-être en tirer quelques idées pour organiser leur travail aujourd'hui. Et à contrario, est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris sur cette capacité justement à réinventer la dramaturgie aujourd'hui, tu vois parce que il y a effectivement les générations, on va dire, les boomers du digital. Après, moi j'adore, enfin c'est pas. Non, mais bien sûr, voilà. et c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne aussi. Complètement, c'est pas une critique du tout. Mais est-ce que tu sens qu'il y a aussi une manière pour ceux qui seraient plus aguerris? Je pense qu'il y a aussi des endroits, ça me fait penser à l'évolution par exemple de la structure des ballets narratifs. Il y a plein de tentatives d'évolution qui sont des évolutions dramaturgiques qui sont très intéressantes pour moi, qui sortent un petit peu de la narration linéaire, ce que le théâtre fait depuis longtemps en fait, mais c'est vrai que pour la danse narrative, on a parfois plus de mal à sortir de cette logique-là. J'ai l'impression qu'il y a des tentatives à plein d'endroits, je pense à une œuvre comme ce qu'avait fait Wayne McGregor sur Virginia Woolf, qui s'appelle Woolfworks, où il déploie du coup en 3 actes une dramaturgie qui n'est pas du tout linéaire, mais avec une figure de Virginia Woolf qui traverse les 3 actes, mais où dans chaque acte elle est dans un roman différent, dans un univers différent qu'elle-même a créé en fait, d'une certaine manière. Et Wayne McGregor arrivait à tenir en fait, avec des moments aussi de danse pure, notamment le 2e acte, inspiré d'Orlando, arrivait à tenir cet équilibre en allant vers une dramaturgie, je pense, plus moderne au sens théâtral du terme. Et ça, je trouve ça assez excitant en fait. Je pense que beaucoup de chorégraphes auraient peut-être intérêt à aussi travailler de ce côté-là, voir ce qui se fait en dramaturgie non linéaire, plus fragmentée en théâtre, pour l'appliquer parfois aussi au mouvement et à la danse. Et d'ailleurs, dans le théâtre, si tu avais un conseil, puisque tu fais les deux, toi, qui pourrait, tu vois, nourrir les danseurs, les chorégraphes de demain, aller voir quoi? Par exemple, je ne sais pas si ça s'applique à la danse, mais je suis en train de penser au travail scénique qu'a fait notamment Christophe Honoré ces dernières années. Personnellement, je suis plus attirée par son théâtre que par son cinéma. Il a fait des pièces absolument passionnantes de ce point de vue-là, qui mélangent histoire personnelle, grande histoire aussi, c'est-à-dire par exemple la pièce qu'il avait fait, où d'ailleurs on apercevait des gens qui venaient de la danse, Les Idoles, où il parlait des idoles qu'il avait perdues à l'époque du sida. En castant parfois des acteurs, actrices qui n'avaient rien à voir physiquement et même qui changeaient de genre avec les personnages qu'il ou elle interprétait, mais qui arrivaient à tisser à partir de ça une dramaturgie très spécifique à la scène, parce que à l'écran ça aurait été complètement différent, à mon avis, de la recette qu'il applique ne fonctionnerait pas de la même manière au cinéma. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais il y a plein d'autres pistes sur le plan dramaturgique. Hein.
Il y a aussi une génération de femmes metteuses en scène qui font des choses formidables à l'heure actuelle. Par exemple, je pense à ce que Pauline Bail avait fait avec l'Iliade et l'Odyssée. Passionnant aussi, enfin vraiment. Après, on peut se nourrir à plein d'endroits sans nécessairement prendre ces recettes-là et les appliquer directement à la danse. Mais c'est assez passionnant pour les danseurs et chorégraphes qui, je pense, ont le temps, parce que parfois il y a une problématique de temps et de savoir comment se diriger aussi dans un milieu artistique qui n'est pas tout à fait celui de la danse et qui ne croise pas toujours la danse. Mais on comprend aussi, alors tu m'arrêtes si je me trompe, parce que voilà, synthétiser, ça peut aussi emmener sur des chemins qui ne sont pas les bons, mais que toi tu dis le chorégraphe doit être un metteur en scène en fait. En fait, être chorégraphe, c'est tenir 1000 rôles à la fois. 1000 est un peu exagéré, mais c'est ce que j'en parle aussi dans mon travail de recherche en fait, dans créer des ballets au XXIe siècle. C'est une des choses qui m'a le plus marquée sur le terrain, en fait, en regardant des chorégraphes travailler, c'est que ce n'est pas juste de la création de mouvements. C'est de la gestion de relations interpersonnelles avec pas seulement les interprètes, mais aussi tout le personnel artistique d'une maison. T'es le patron d'une entreprise, quoi. D'une certaine manière, un petit peu, en fait. Enfin, il faut avoir ces compétences-là aussi pour arriver à l'œuvre finale, et on le perçoit pas toujours de l'extérieur. À quel point, si parfois on peut être brillant dans le studio, mais ne pas toujours avoir les autres compétences qui vont permettre de développer une carrière de chorégraphe. Et d'une certaine manière, la mise en scène en fait un peu partie. Il y a aussi les relations, par exemple, avec les chefs d'orchestre, si on travaille avec la musique, la relation avec les instances de production, comment on traite les techniciens, les techniciennes, est-ce qu'on choisit de travailler avec un dramaturge ? Il y a 1000 possibilités dans ce domaine. Alors, avant qu'on passe au livre, j'ai une dernière question quand même. Est-ce que tu trouves que la danse, dans l'espace médiatique, elle est bien servie ? Non, voilà. C'est une question un peu attendue. On peut pas dire ça, non, effectivement. Peut-être d'autant plus que, étant aussi un petit peu du côté du théâtre, je vois qu'il y a plus d'espace pour le théâtre. Je pense que la danse, il y a encore plein d'endroits où elle je sais pas si elle fait peur est le bon terme, mais en fait, c'est un problème aussi, je pense, à plein d'endroits d'absence de diffusion de la culture chorégraphique, en dehors du milieu de la danse. La culture chorégraphique, elle n'est pas vraiment enseignée, en fait, à l'école, de la même manière qu'une culture théâtrale, ou au moins les bases d'une culture théâtrale ou d'une culture musicale. Ce qui fait que je pense que les gens qui ne sont pas activement dans le milieu de la danse, ou qui s'y intéressent pas activement, se sentent déboussolés très souvent, par rapport au paysage chorégraphique, ne savent pas trop comment s'orienter, comment choisir même des sujets, en fait, par exemple, dans le domaine médiatique. Et donc, c'est un problème qui est à plusieurs entrées, en fait, pour moi, et qui aussi résulte de la domination, en fait, constante de la danse par d'autres formes artistiques, qui est historique, là, et qui persiste à certains endroits, même si elle a vraiment pris une indépendance au XXe siècle, qu'elle n'avait pas nécessairement auparavant sur le plan de la création. Oui, en tout cas, sur les ballets, c'était la suprématie de la musique. Et encore, même à certains endroits, dans les maisons d'opéra, le ballet reste, dominé, entre guillemets, par l'opéra. Il y a des directeurs de ballet, encore aujourd'hui, qui n'ont pas la main sur leur propre budget. Ce qui semble fou, en fait, avec tout le parcours qu'on a fait aujourd'hui. Il y a plein d'endroits où, encore, les centres chorégraphiques nationaux disent « mais nous, on n'a pas de lieu de diffusion stricto sensu, puisque les centres chorégraphiques nationaux n'en ont pas par eux-mêmes, et on n'est pas toujours accueillis à la hauteur de la production de la danse dans les scènes nationales et ailleurs. » Et ça, je pense qu'il y a à la fois, les gens d'autres disciplines sont très occupés par ce qui se passe dans leur discipline, mais par ailleurs, un manque de connaissances, en fait, de la danse et de transmission de cette histoire et de cette culture. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on avait qu'on avait fait une nouvelle histoire de la danse en Occident, en espérant... Je l'ai là sous les yeux. En espérant créer aussi une porte d'entrée, en fait. Tout simplement de dire on peut aller lire un chapitre simplement pour comprendre... je sais pas moi, juste ce que ça veut dire danse moderne et postmoderne dans le contexte américain, avoir quelques points de référence faits de manière sérieuse par des chercheuses et chercheurs. Et on n'a pas tant d'outils que ça, en fait, pour aider les gens à arriver à ça aujourd'hui. Et comment on peut aider les médias à faire en sorte que, tu vois, ils favorisent. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, elle revient un peu. Alors, j'ai pas ton historique sur la danse. Oui, elle revient sur le devant de la scène. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a une présence à certains endroits. Moi, je trouve ça génial que, par exemple, il y ait beaucoup de danseurs qui publient aujourd'hui des autobiographies, qui soient présents dans les médias. Ça, c'est tout à fait le cas. En fait, moi, ce qui me manque un peu, c'est une présence dans les médias qui a une épaisseur en termes de culture chorégraphique, ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce soit pas juste voilà tel artiste. Oui, on est plus dans la culture aussi, de la star de la danse. Voilà, c'est ça, que ce soit pas juste voici une star de la danse, mais aussi qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça.
qu'est-ce qu'on peut transmettre à partir de ça, de culture, d'histoire, aller un petit peu plus loin que simplement quelle est la star du jour en fait. Parce que sinon il y a un côté où les stars passent, mais qu'est-ce qu'on laisse comme culture aussi au public derrière. Ça c'est vraiment une question qui je pense m'anime beaucoup depuis Nouvelle Histoire de la danse en Occident. Alors depuis Nouvelle Histoire de la danse en Occident qui était en 2022, je vais pas dire 2020. Ouais. 2020, pardon, merci. C'est une œuvre que tu as dirigée, c'est-à-dire que tu as rassemblé des auteurs, des autrices autour de toi, 27, des chercheurs pour publier cet ouvrage, qui a très bien marché d'ailleurs, qui est une référence dans l'histoire de la danse. Donc, on est ravis, il part en réimpression là en l'occurrence. Magnifique. Et là, tout frais, je l'ai sous les yeux aussi, un nouveau livre qui est plutôt une enquête, qui s'appelle Créer des ballets au XXIe siècle. Donc, autrice de 2 ouvrages, on peut dire. Avec une bande dessinée qui arrive aussi. Donc... Voilà, et une bande dessinée. C'est vrai que c'était une période un peu folle. Mais oui, pour Créer des ballets au XXIe siècle, c'est vraiment c'est une enquête tirée de ma thèse, en fait, qui a été remaniée et resserrée aussi pour qu'elle soit plus digeste aussi à publication. Mais oui, tout à fait. Donc ces projets sont nés, on le comprend aussi dans tout ce que tu viens de dérouler, parce que tu as besoin aussi de partager avec le plus grand nombre la culture chorégraphique et tout ça, comment ça s'est construit, c'est un peu ça. Apparemment oui, ça me travaille beaucoup. Et donc ces espaces de recherche, d'écriture, ils t'ont, j'imagine, permis de découvrir plein de choses. Je pense qu'on aurait besoin de plusieurs podcasts pour dérouler tout ça, mais des choses que tu aurais envie de partager aujourd'hui avec... Ouais, en fait, ils m'ont permis de répondre à des questions que j'avais pour moi-même, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire par exemple, pour Créer des ballets au XXIe siècle, donc le point de départ qui remonte, ça fait plus d'une dizaine d'années, le tout début de ce projet, le tout début de ma thèse. Ma question, c'était vraiment pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à penser une création qui utilise la technique classique aujourd'hui. Il y a plein de raisons historiques à ça. Le classique a aussi été positionné à un moment donné, au moment de l'explosion de la danse contemporaine, comme l'opposé, en fait, comme la forme ancienne à rejeter pour se créer une place, ce qui était très important à ce moment-là, se créer une place dans les espaces de financement notamment, et puis dans le champ chorégraphique et médiatique au sens large. Mais ça a eu pour effet, notamment en France, de rejeter la danse classique à un espèce d'état passé de la danse, qui pose beaucoup de problèmes aux compagnies de technique classique aujourd'hui, parce qu'elles se retrouvent dans cette position un peu précaire de à la fois présenter un répertoire qui est très demandé par le public, de remonter des œuvres historiques, de les présenter, mais en même temps de devoir toujours aussi se défendre, d'être contemporaine, entre guillemets, de ne pas être seulement à l'endroit du classique, alors que la danse classique, c'est une technique, en fait. On le pense comme un espèce d'état, comme si on était passé du classique au moderne, au contemporain. C'est beaucoup plus complexe que ça en danse, parce que ça recouvre aussi des techniques. Cette technique, elle est pratiquée aujourd'hui, et elle est pratiquée par des chorégraphes aussi, qui sont dans cette position inconfortable, parfois, de devoir dire « je suis classique, mais aussi quand même contemporain ». Ne me dites pas que ce que je fais est poussiéreux. Et j'avais envie de travailler là-dessus, en fait, d'aller voir quels étaient les mécanismes, les paramètres de la création dans notamment des grandes compagnies, parce que j'ai travaillé à l'Opéra de Paris, au Ballet du Bolchoï à Moscou, à l'English National Ballet et au New York City Ballet. 5 compagnies que tu as suivies. 4 compagnies, effectivement, et 5 créations dans ces compagnies. De 2011 à en fait 2018, principalement parce que c'était la fin de ma thèse ensuite. Donc effectivement, on a juste mis quelques années à ensuite le remanier pour publication. Et j'ai élargi, parce qu'il y a aussi un travail statistique sur la création dans ce livre que j'ai élargi pour aller de 2000 à 2020 dans cette version. Mais oui, effectivement, donc en travaillant dans des très grosses compagnies qui vraiment mobilisent, qui sont les porteuses d'un répertoire qui sinon n'existerait plus vraiment en fait en scène, mais qui sont sans arrêt face à cette problématique de quel rôle doit jouer la création chez nous, comment est-ce qu'on la positionne, dans quelle technique elle doit s'inscrire, parce que cette injonction aussi à être contemporain a pu avoir pour effet, je pense notamment à l'histoire de l'Opéra de Paris, à se tourner plutôt vers des créateurs venus du champ contemporain pour venir créer dans la compagnie. Plutôt que de nourrir, de stimuler des talents en fait en interne aussi, d'encourager les jeunes chorégraphes de ces compagnies à en gros créer les ballets de demain en fait, mais aussi en ayant une connaissance de cette technique et des spécificités que ça implique en termes de corps, de mémoire corporelle. Et alors, comment tu expliques qu'il y a différentes esthétiques qui cohabitent à côté de la danse contemporaine La danse contemporaine est plurielle, même aussi pour moi, il y a plein d'esthétiques dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la danse contemporaine, et que le classique, lui,
restent comme ça en opposition. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils cohabitent en fait réellement. C'est juste qu'on a du mal à le penser. Après, ça s'est construit comme ça historiquement et particulièrement en France pour des raisons de compétition. En fait, il y avait une réelle, un besoin pour se frayer un chemin pour la danse contemporaine, de rejeter ce qui existait déjà. Mais ça s'est produit aussi dans d'autres formes artistiques. C'est, d'une certaine manière, c'est assez logique. On arrive, on dit qu'on va faire quelque chose de nouveau qui va être très différent. On en revient à ce point-là. Exactement. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même... ça, c'est vraiment un peu un sujet central dans les années 1980 notamment. Je pense qu'aujourd'hui, on est 40 ans après et qu'en réalité, dans les pratiques, on a déjà un peu dépassé ça. C'est-à-dire que les danseurs classiques d'aujourd'hui ne se contentent pas de faire uniquement de la technique classique, ils font 1000 autres choses dans ces compagnies, on le voit très bien. Et que maintenant, on peut aussi peut-être repenser cette dichotomie-là et se dire peut-être qu'en fait, cette opposition frontale entre les deux, elle n'est pas très utile en fait aujourd'hui. Elle fait pas sens dans les pratiques. Et surtout, elle empêche de penser ce qu'on peut faire avec la technique classique qui parle complètement à un public d'aujourd'hui. Cette technique, des chorégraphes comme Crystal Pite se reposent beaucoup dessus, tout en ayant aussi une image contemporaine aux yeux du public. La question, c'est comment penser en fait cette articulation-là et du coup ne pas renvoyer les créateurs qui veulent utiliser la technique classique à quelque chose comme à une absence de la scène médiatique ou à un rejet complet d'une certaine des tenants de la danse contemporaine. C'est dommage, vraiment. Et alors, un ballet du XXIe siècle, c'est quoi ? Un ballet du XXIe siècle, alors moi, la manière dont je l'ai vu, c'est... comment dire ? Il y a beaucoup de types de ballets du XXIe siècle, d'abord. Pareil, comme dans la danse contemporaine, tu y vois différentes formes. Il y a différentes formes. Pour moi, ce sont souvent des ballets qui, à la fois, donc, revendiquent, c'était ce qui m'intéressait, un usage de la technique classique qui peut s'hybrider avec autre chose, mais qui revendique qu'il y a une spécificité au fait de travailler avec des danseurs qui ont cette formation, et qui ensuite, généralement, s'interrogent beaucoup sur comment faire avancer la dramaturgie, comment faire avancer les schémas de genre aussi, de cette forme, comment utiliser cette technique aujourd'hui pour un public qui a des attentes qui évoluent. Et il y a des réponses, à mon sens, dans le chant classique à ça, qu'on ne voit pas toujours à l'étranger, notamment aussi. Beaucoup de choses se sont développées dans ce domaine. On parlait de la question de la dramaturgie tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi un gros travail aujourd'hui sur comment travailler l'opposition de genre très forte dans la technique entre hommes et femmes. Il y a à la fois des tentatives de dégenrer la technique à certains endroits, aussi simplement de comprendre comment on peut retourner la logique du partenariat pour donner plus l'impulsion aux femmes, par exemple, ou alors créer des pas de deux, femme-femme, homme-homme, qui fonctionnent et qui proposent des pistes nouvelles, en fait, sur le plan artistique. Ces questions-là traversent beaucoup le chant classique, ça, et les interrogations sur le répertoire, en fait, sur comment penser une diversité dans ce chant-là, comment présenter les œuvres historiques d'une manière qui fonctionne pour le public d'aujourd'hui. En fait, les gens de la danse classique se posent ces questions constamment, j'ai l'impression. On leur renvoie beaucoup qu'ils sont d'un autre temps, mais ils sont travaillés par ça pour beaucoup d'entre eux, et c'est très intéressant de les écouter en parler. Et les chorégraphes qui font bien leur job, tu vois, qui essayent de défendre cette vision d'un ballet du XXIe siècle. Il y en a pas mal, tu pourrais nous en citer quelques-uns. Oui, bien sûr. Alors par exemple, moi j'ai travaillé sur des chorégraphes comme Annabelle Lopez Ochoa, qu'on a peu vu en France jusqu'ici, mais qui développe des sujets narratifs formidables. Elle a fait un ballet dont je parle beaucoup justement, sur la vie de Frida Kahlo, donc une manière d'amener de nouveaux sujets narratifs. Aux États-Unis, Justin Peck est très présent. Quelqu'un comme Jean-Christophe Maillot fait un travail au Ballet de Monte-Carlo depuis longtemps, qui est très intéressant et qui n'a pas été tant vu peut-être à certains endroits en France. Alexei Ratmansky fait un travail énorme aussi. Et après, pour moi, des chorégraphes, j'en parlais comme Crystal Pite, en fait, sont des chorégraphes qui viennent de ça aussi. Il faut aussi leur réattribuer peut-être cette capacité-là. Cathy Marston aussi, qui maintenant dirige le ballet de Zurich, est quelqu'un de très intéressant. Tutuzeli November, qui crée de plus en plus. La liste est en fait assez longue si on s'y intéresse. Mais c'est vrai qu'on les a pas forcément vus en France. Voilà, mais c'est ce que j'allais te dire dans ce que tu es en train de développer, c'est qu'on a l'impression effectivement que ces initiatives sont pas forcément relayées, médiatisées en France, donc méconnues.
Donc on gagnerait peut-être à les voir davantage, à les rendre plus publics. C'est une vraie question. Je pense que certains ballets essaient de le faire. Par exemple, même Bruno Boucher à la tête du Ballet du Rhin, qui est chorégraphe justement. Et dans cette logique-là de chercher à quoi ressemble un ballet du 21e siècle aujourd'hui. C'est complètement ce qu'il dit. Absolument. Et c'est vraiment passionnant en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein de chorégraphes, je pense qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur le territoire français, ou qu'on a vu à un moment donné, mais qui n'ont pas eu un succès immédiat peut-être auprès de la presse et des médias. Je pense à Alexei Ratmansky, en fait, par rapport à sa carrière internationale, et là, à la présence qu'il a aussi en tant qu'Ukrainien dans les discours autour de ce que peut être une danse, par exemple, de ce que peut être la danse russe, ukrainienne, aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, on gagnerait peut-être à revoir son travail aujourd'hui, justement. Et Crystal Pite, dans quelle catégorie on classe le travail de Crystal Pite? C'est bien le problème. Voilà, je pense qu'en fait, on a des problèmes de catégorie en danse, de manière générale. Non, mais vraiment. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens, on a du mal à les classer comme ça, et c'est vrai qu'on est obligé de se retrouver à dire, bon, ils sont à la fois un peu classiques et un peu contemporains aussi. Ils ont leur spécificité aussi, tout simplement. Ils peuvent revendiquer le fait de ne pas avoir envie d'être dans des catégories. Les auteurs, les autrices de la danse ont souvent pas envie d'être c'est ça. Mais parfois ça nous aide à les penser aussi. Et c'est intéressant aussi de pouvoir penser à cette échelle de comment les catégories fonctionnent et aussi quel effet elles produisent sur le public. Quand on dit que quelque chose est contemporain, ça a aussi un impact sur la programmation. Les programmateurs s'inscrivent aussi, utilisent ces catégories-là, les emploient au quotidien pour savoir comment positionner leur spectacle, comment les présenter aussi au public. Donc c'est un enjeu en fait pour moi dans le champ chorégraphique. Donc la danse classique, la technique classique devrait se revendiquer comme une forme contemporaine pour être plus diffusée? Ou peut-être qu'on peut juste laisser tomber le terme contemporain. Alors on l'appellerait comment? C'est ma bataille personnelle. Non, je plaisante. Il a beaucoup de... Mais ce mot est difficile. Classique. Forcément, ça cantonne. Je trouve honnêtement que contemporain est tout aussi difficile. Parce qu'en fait, vraiment, comme on disait tout à l'heure, il regroupe un nombre en fait, d'esthétiques aujourd'hui où est-ce que ça veut... Un fourre-tout. Réellement, on l'utilise depuis les années 60-70 en fait. Ce qui était contemporain dans les années 70-80 n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par contemporain. Et donc, il est tout aussi, je pense, compliqué à manier aujourd'hui. Du coup, j'essaie, on n'y arrive pas toujours, même en tant que critique, et quand je travaille avec des jeunes critiques, je leur dis souvent de ne pas utiliser ce terme et d'essayer de décrire autrement. C'est-à-dire de décrire plutôt ce qui se passe sur le plan physique dans une pièce ou dans le travail d'un chorégraphe, plutôt que juste d'y accoler le label contemporain ou autre, ou hip-hop ou autre chose. Peut-être qu'on peut aller un peu plus en profondeur aussi parfois, que d'autres modes de description seraient très utiles en fait, parce que ça évite aussi ce côté, quand on dit contemporain, c'est comme si en soi ça avait une valeur améliorative. C'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui s'inscrivent dans le champ contemporain qui sont pas si intéressantes que ça en réalité. Donc peut-être qu'on peut aller plus loin dans la description. Mais comment mieux servir l'esthétique classique? Quel mot on emploie? Exactement. Et puis c'est même déjà d'accepter en fait que ça existe, la création qui emploie la technique classique et qu'il y a réellement un public pour ça. Ce qui, je pense, peut-être n'est pas évident pour les programmateurs contemporains. Il y en a un, il est assez conséquent en fait à l'étranger aussi. Ça pose des sujets, ça pose des questions passionnantes. Je pense que l'Opéra de Paris est en train de se poser ces questions après avoir longtemps considéré, donc il fallait plutôt se tourner vers d'autres esthétiques. Je pense que c'est un des sujets de travail de José Martinez à l'heure actuelle, comment ramener de la création qui utilise la technique classique. Et c'est aussi une manière de dire ces danseurs qui ont consacré 10 ans, 15 ans, 20 ans à perfectionner un travail technique. Si on les nourrit uniquement d'autres techniques, peut-être que ce n'est pas rendre justice aussi à leur formation et à leur capacité. Parfois, en voyant des danseurs classiques danser du Hofeschächter ou d'autres styles, ou le travail d'autres chorégraphes contemporains, je me dis, peut-être qu'ils vont jamais avoir autant d'impact que les danseurs d'Hofeschächter dans ce répertoire. Peut-être aussi qu'on peut leur proposer des choses dans lesquelles ils seront au contraire les seuls à être capables de faire ça. Voilà. C'est ce que tu défends. Ton livre commence, nous sommes en train de regarder la danse classique s'en aller. C'est une citation. C'est une citation de l'historienne Jennifer Romans, effectivement d'une historienne américaine. Et donc toi tu dis la danse classique ne s'en va pas. C'est parce qu'en fait c'était un petit clin d'œil, parce que ce passage avait beaucoup fait débat dans un livre qu'elle avait publié il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait Apollo's Angels, les anges d'Apollon, qui parlait de l'histoire de la danse et qui finissait sur une postface où elle expliquait que selon elle la danse classique était en train de mourir, qu'en
qu'en fait les géants de la danse classique étaient morts et que peut-être cette forme était en train de mourir en général. Ce qui dans les faits est juste faux en fait. Enfin, elle n'est pas du tout en train de mourir. Enfin, c'est-à-dire elle existe à plein d'endroits, de manière très vivace. Il y a des créateurs qui travaillent dedans, donc. Mais en même temps, il y a des regards sur la danse classique qui permettent quand même de dire à certains endroits, elle est en train de mourir. Ce qui est fou, en fait. Enfin, elle a survécu à beaucoup de choses, la danse classique. Quand on voit à quel point elle s'est renouvelée sous des régimes politiques extrêmement différents, en s'adaptant aussi bien à l'Union soviétique qu'au régime cubain, que à des sociétés démocratiques comme les nôtres, elle a une capacité d'adaptation qu'il ne faut pas sous-estimer. Et la transition danse classique, néoclassique avec l'arrivée des ballets russes, est-ce que c'est quelque chose aussi qui a porté préjudice finalement à la technique classique ? Je pense pas. Ou c'est une forme de renouveau qui s'est... Je pense pas. En fait, je pense que c'est le terme néoclassique est très complexe. Aussi. Là, je renvoie, je la cite, mais sa thèse a été terminée après ce travail, mais j'ai quand même rajouté des références à son travail. Mais il y a une jeune chercheuse qui s'appelle Laetitia Basselier qui a fait sa thèse sur la notion de néoclassique. C'est passionnant. Parce qu'elle explique justement comment donc cette notion qui se développe surtout dans l'entre-deux-guerres et qui est beaucoup portée notamment par Serge Liffard. Donc pas tant nécessairement par les ballets russes tout de suite. Voilà. Oui, parce que c'est la deuxième génération. Lui. Qu'après on a appliqué à plein de choses et qu'on utilise depuis un siècle. Elle explique comment même le terme néoclassique ne veut pas dire grand-chose. En fait. Enfin, c'est-à-dire désigne des formes d'écart par rapport à une idée de ce qu'était la danse classique auparavant, et il y a des évolutions réelles sur le plan du désaxement, sur le plan de l'évolution du travail narratif, de l'évolution des portées, enfin voilà, du côté acrobatique de ce travail, mais selon les endroits et les moments où on l'utilise, ça ne veut pas du tout dire la même chose néoclassique. Donc c'est pour ça que moi, effectivement, je l'utilisais pas tant que ça dans cette enquête, que voilà, il n'est pas évident à manier. Et alors, est-ce qu'on crée aujourd'hui différemment qu'il y a 350 ans ? De toute façon, effectivement, ce qu'on appelait ballets au tout début de l'histoire des ballets n'étaient en rien des ballets d'aujourd'hui. En fait, c'était des formes qui mélangeaient théâtre, musique et danse, et où la danse n'était pas nécessairement l'ingrédient le plus dominant. Là, je renvoie aux travaux de, effectivement, notamment Marina Nordera a travaillé là-dessus, une grande historienne française. Oui, bien sûr, on crée différemment. Aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, la question des usages de l'autorité se pose beaucoup dans les studios classiques. C'est ce que j'ai vu dans mon travail. Il y a une évolution aussi de la part des danseurs, une demande de plus en plus forte d'être traités comme des collaborateurs et pas comme des exécutants. Ce qui a pu être à une époque, mais à plein d'endroits, hein. Enfin, pas seulement dans la danse classique. Là, je pense qu'il y a une évolution dans le rapport de collaboration, en fait, enfin, vraiment qui crée des tensions à certains endroits. Ça, c'est sociétal. C'est sociétal. C'est vrai que dans les écoles classiques, il y avait aussi un peu cette tendance à apprendre aux danseurs à être de bons petits soldats par moment. Il y a plein d'endroits où justement ce monde-là essaie de faire évoluer les choses. Il y a cette demande-là. Ça implique parfois des processus créatifs différents parce qu'en fait... c'est complètement différent de travailler à partir d'improvisation guidée, de modes de travail qui invitent l'interprète à développer des choses, que d'arriver en tant que chorégraphe, de donner vraiment un mouvement, soit qui se crée en temps réel, soit déjà créé aux danseurs. La danse classique n'est pas la seule forme à se poser cette question, mais c'est très vivace à l'heure actuelle dans ce champ parce qu'on vient de structures d'autorité très fortes. Les compagnies sont hiérarchiques, enfin voilà. Et on voit en temps réel comment ça évolue, ça crée des frictions aussi en studio, enfin, de comment on gère ce besoin d'autonomie, mais qui est complètement naturel des interprètes aujourd'hui, quelle part on leur donne, tout en, pour certains chorégraphes, essayant de maintenir le cap d'une vision très précise qu'ils ont envie de mener à bien, au-delà de la question de l'interprète individuel, en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont plus matures sur cette idée d'une création ? Je sais pas, c'est dur. Classique. C'est dur à... du point de vue de la création classique, ouais. En tout cas, je pense qu'il y a des pays qui ont moins de problèmes avec cette notion. Parce que, par exemple, aux États-Unis, déjà, on parle de ballet plutôt que danse classique. Et donc, l'opposition est un petit peu différente. Et que, du fait aussi de l'héritage de Balanchine et des compagnies qui se sont construites plus tardivement là-bas... l'héritage est moins lourd. Peut-être que aussi l'idée de créer dans un vocable classique ne pose pas de problème là-bas. Ça évolue à certains endroits, mais il y a toujours eu de la création classique que nous, en France, on a tendance parfois à voir comme un peu trop classique, quoi, justement. Enfin voilà, il y a des gens qui en France voient ce que fait Justin Peck ou même des Christopher Wheeldon et se disent « Ah, c'est trop dans un moule classique ».
alors même que c'est pas du tout. Enfin, c'est que il y a eu une évolution aussi dans ce monde-là. C'est aussi que les esthétiques sont différentes en fait, selon les pays, et donc du coup, on peut voir comme un peu, je sais pas, pas assez mature dramaturgiquement nous en France, certaines choses qui le sont tout à fait pour d'autres pays en fait. Voilà. Et dans ton enquête, il est aussi dit que les femmes danseuses qui accèdent à des rôles de chorégraphes sont finalement moins nombreuses que les hommes, et encore plus fortement dans cette technique de la danse classique, ce qui n'est pas le cas dans la danse contemporaine où on a une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes. Après, il y a un plafond de verre quand même à plein d'endroits de la danse contemporaine, mais le chant classique a des problématiques spécifiques dans ce domaine, parce qu'effectivement, il a été historiquement dominé par des hommes chorégraphes et par une dynamique très forte de hommes chorégraphes et femmes muses. Et donc du coup avec comme positionnement, comme objectif pour les femmes le fait de presque devenir la muse, devenir l'inspiration d'un homme plutôt que de constituer leur propre travail créatif. Alors j'essaie de revenir effectivement dans le livre sur tous les paramètres qui influencent cet état de fait, parce que c'est vraiment pas simple, hein. C'est pas que y a des hommes à certains endroits qui empêchent les femmes de devenir chorégraphes. C'est plus complexe, ça revient à la formation dans certains cas, au fait que les filles sont plus invitées à rentrer dans le rang, à être dans des normes physiques très fortes aussi dans le champ de la danse classique, parce qu'il y a plus de compétition, alors que les hommes, on leur laisse plus de latitude créative plus tôt. Et ensuite, pour devenir chorégraphe, quand on a été interprète dans des grandes compagnies classiques, généralement c'est une transition qui se fait quand on est danseur. Cette transition, elle est compliquée pour les femmes parce que le travail est lourd dans le répertoire classique, que souvent cette transition se positionne à un moment où peut-être elles sont en position de créer leur famille et donc d'être sur d'autres problématiques, mais on se rend compte qu'en accumulant en fait, les facteurs, si les femmes ratent des marches à plusieurs niveaux, à toutes les étapes de leur trajectoire, au bout du compte, il en reste très peu, en fait, qui deviennent chorégraphes. C'est une énorme problématique. Et la proportion de femmes dans les programmations des compagnies classiques reste très faible. Un grand débat est né, là tout récemment encore, on a eu beaucoup de réactions autour des proportions pour la saison prochaine à l'opéra. C'est vrai qu'une femme chorégraphe pour 14 hommes dans la saison de l'Opéra de Paris, ça fait quand même un petit peu désordre. Il faut penser ces questions-là de manière active, en fait, de manière proactive. Parce que c'est pas un problème qui se résout tout seul. On le sait très bien, hein, à plein d'endroits sur la question de la parité. Ça implique des efforts constants, concertés, pour penser à plusieurs niveaux comment encourager les femmes chorégraphes, comment parfois aller les chercher alors même qu'on ne leur a pas appris à se penser comme créatives et comme créatrices potentielles. Elles ont tendance parfois à aller plus vers des postures de soutien, des postes de répétitrices notamment, ou de professeurs, là où peut-être que s'il y avait un encouragement plus fort à certaines étapes du parcours, on pourrait vraiment faire bouger les choses. C'est du long terme, hein, mais c'est du long terme qui commence par on peut pas dire que ça va juste arriver. C'est pas le cas. Sinon, ça serait déjà arrivé. Non, voilà. Il y a des femmes douées dans ce milieu-là. Mais c'est pas encore arrivé. Il faut le penser de manière constante. Et à contrario, tu dis dans ton livre, tu parles de Crystal Pite, qu'elle a des qualités de leader, qu'elle travaille d'ailleurs, en plus sur ces qualités-là, parce qu'elle pense que c'est clé dans son rôle quotidien de chorégraphe. Complètement. C'est pas la seule. Annabelle Lopez Ochoa, c'était pareil. Effectivement, elles ont elles racontent toutes les deux à quel point elles ont eu besoin à un moment donné de réfléchir leur posture en studio, de comprendre comment se positionner face à une compagnie pour être perçues comme ayant l'autorité d'une chorégraphe. Parce que les chorégraphes sont des figures d'autorité en studio qu'on perçoit un peu spontanément comme il faut que ce soit des figures charismatiques qui vont entraîner tous les autres artistes avec elles et eux. Et pour une femme, même au-delà de la danse, c'est pas un présupposé en fait ce charisme ou cette autorité. Les hommes ont moins besoin de le penser. Ce que j'ai vu dans mon enquête, on leur attribue plus facilement. Les femmes vont peut-être avoir besoin de passer par des étapes de réflexion sur comment elles sont perçues, comment se positionner par rapport aux danseurs pour que leur autorité soit à la fois acceptée et même devienne naturelle au bout d'un moment, mais en fait sans être naturelle à la base. C'est une réflexion constante et ça joue dans les constructions de carrière. Alors ce livre, il s'adresse à qui ? J'espère qu'il s'adresse à tous les gens qui ont envie peut-être d'en savoir un petit peu plus intellectuellement sur comment les ballets se font, comment les carrières se construisent,
en sachant que on a essayé de le penser aussi pour qu'il soit justement le plus accessible possible, même si c'est un travail de recherche à l'origine, c'est-à-dire de pas trop s'attarder dans des débats peut-être intrasociologiques par exemple, mais d'aller aussi directement aux citations, enfin aux situations de travail dans lesquelles les gens se retrouvent. On peut aussi y picorer des chapitres spécifiques comme celui sur le genre. J'espère que ça peut aussi toucher des artistes et des acteurs du monde de la danse, tout simplement pour prendre le temps d'une réflexion en fait sur certains points, même s'ils sont pas forcément, même s'ils peuvent ne pas être d'accord en fait sur certains points. Mais comme on en parlait tout à l'heure beaucoup dans l'immédiateté dans la danse, parfois c'est agréable d'avoir des choses, des objets ou des livres avec lesquels dialoguer quand on a besoin de faire une petite pause en fait, et de penser de manière plus systémique. C'est intéressant, je trouve qu'on a eu ce moment un petit peu pendant la pandémie où comme la pratique était arrêtée à plein d'endroits, ça a permis à beaucoup de danseuses et danseurs notamment de soudain être forcés à prendre du recul sur leur pratique et à se dire mais en fait qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, dans quoi je m'inscris en fait, en tant qu'artiste. Maintenant on est revenu à cette actualité qui ne cesse d'avancer de la danse et de la création, mais j'espère que ce livre servira à certaines personnes à prendre ce petit temps de pause. Et il y a quelque chose qui arrive. Tout à fait, une bande dessinée. Une bande dessinée. Là, du coup, on revient à ça. Alors là, du coup, on est sur quelque chose de plus ludique. Effectivement, c'est une bande dessinée qui est une adaptation de Nouvelle Histoire de la danse en Occident. On a voulu en faire une version plus ludique, en fait, accessible à toutes et à tous. L'information est assez dense quand même dedans, mais on y suit deux personnages qui traversent l'histoire de la danse un peu à la Orlando, et pour faire l'expérience dans leur corps des pratiques qu'on décrit dans Nouvelle Histoire de la danse, en fait, et de leur variété, de leur évolution, en pensant que c'était important qu'on puisse revenir à ce côté corporel en fait dans la bande dessinée, d'essayer de dessiner des états de corps, des expériences physiques. Et j'ai fait ce travail avec un dessinateur formidable qui s'appelle Thomas Gilbert, qui a été un ange vraiment du début à la fin, d'une générosité incroyable et qui a le talent aussi de passer d'époque en époque avec une facilité déroutante. Voilà, donc j'espère qu'on en a fait un objet qui sera justement à cet endroit peut-être de médiation aussi, de transmission de la culture chorégraphique, où de manière ludique, en vivant des situations aussi un petit peu amusantes selon les chapitres, on apprend en même temps des choses sur comment concrètement se sont faits les ballets de tel chorégraphe, comment s'est passée l'évolution de la danse moderne, la libération du corps. Enfin voilà, on a essayé d'en faire quelque chose qui puisse intéresser un public large. Super, voilà. On va s'approcher de la conclusion, si tu veux bien. Est-ce que tu veux rajouter des petits mots, des grands mots sur ce qu'on vient de développer là, sur des choses qu'on n'aurait pas abordées qui sont importantes pour toi sur le livre ? Non, pas spécialement. C'est vrai que là, ça a été une période très chargée, un peu par hasard, effectivement, que créer des ballets au XXIe siècle et la bande dessinée arrivent la même année. J'ai juste hâte peut-être de pouvoir en parler aussi avec les gens que ça peut intéresser, vraiment. Donc, on va espérer que ces discussions continuent, comme pour ce podcast. De quoi tu rêves là ? Je rêve d'avoir le temps de continuer ce double travail, en fait. D'avoir les conditions pour que les deux puissent exister à la fois. Et j'espère de continuer à créer du dialogue, en fait. C'est avec Nouvelle Histoire de la danse que j'ai découvert, en faisant beaucoup de rencontres autour du livre, à quel point c'était passionnant aussi d'aller vers des gens qui sont des spectateurs, spectatrices, en fait, et pas seulement de s'adresser aux artistes. Pour moi, la critique, d'ailleurs, s'adresse aussi même presque davantage au public en fait qu'aux artistes, et j'aime beaucoup ce travail. Maintenant j'ai l'impression d'une certaine manière de le faire aussi en tant qu'enseignante à la Sorbonne Nouvelle, et c'est très réjouissant de voir les conversations qu'on peut avoir aussi avec les générations là qui arrivent d'après, de voir là où on peut les amener peut-être avec que ce soit des livres, des conversations, voilà, donc j'espère que ça va continuer. Et des rêves pour la danse, tu en as ? Si qu'elle prenne encore plus de place, et aussi qu'elle prenne de la place dans l'éducation, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne néglige pas ça, le fait qu'en France, on a un héritage incroyable sur le plan chorégraphique. On a des outils, mais inimaginables ailleurs, qu'on nous envie beaucoup, mais on n'en fait pas toujours la transmission ne se fait pas toujours au niveau de l'école primaire, du collège, du lycée, pour que tout le monde ait conscience en France que ça a été aussi fait pour elles et eux.
et que s'en emparer, ça ouvre des horizons incroyables. Et pourquoi ce pan n'est pas investi? C'est parce qu'on est à l'endroit du corps? Comment tu l'expliques? Quelle en est ta lecture? Il y a beaucoup de facteurs, je pense. Mais je pense encore une fois que là, c'est aussi un cercle vicieux, en fait, parce que c'est vrai que même en tant qu'enseignant, quand on n'y a pas été éduqué soi-même, c'est dur de savoir vers quoi se tourner pour apporter cette culture à ses élèves, et aussi où aller chercher les éléments qui vont rendre la chose vraiment intéressante, c'est-à-dire pas seulement de raconter voici quels étaient les grands chorégraphes et leurs grandes œuvres, et aussi voici ce qui se fait aujourd'hui, mais de penser tout le rôle politique, social, de la danse, la manière dont ça a croisé à plein d'endroits le développement de périodes historiques, de la libération du corps à des révolutions, à d'autres moments, au contraire, la montée de régimes politiques très inquiétants. La danse permet d'aborder ça de manière presque de biais, en fait. C'est ce qu'on a aussi à certains moments voulu faire dans la bande dessinée. Elle est partout, la danse, mais on ne la pense pas toujours quand on pense à l'ensemble de ces événements et l'ensemble de ces fonctions. C'est presque la réintroduire à petite dose parfois dans la manière dont on pense le monde, tout simplement. Et pour les femmes qui sont en soutien de la danse, t'as envie de dire quoi? Pas que les femmes qui dansent, il y a les femmes qui travaillent pour la danse, qui sont au service de la danse, les femmes qui sont critiques, les femmes qui sont chercheuses. Je pense que, je sais pas si j'ai vraiment ce sont pas du tout des conseils, mais je pense que parfois on ne réalise pas en tant que femme dans ce milieu qu'on a tous les outils pour mener à bien ses propres projets, pour prendre de l'indépendance, pour prendre de la place, en fait, tout simplement, et ne pas seulement être au service, par exemple, d'autres visions artistiques. La danse a aussi été un lieu de pionnière à plein d'époques. Les femmes y ont joué un rôle incroyable, plus important à certains endroits que dans d'autres formes artistiques. Aussi parce que la danse était pas très bien perçue, et donc finalement, les femmes pouvaient y prendre plus de place, ce qui est assez paradoxal, mais qui... Ouais. Donc tu dis aux femmes, c'est un peu un appel à se saisir finalement des opportunités et peut-être mettre en lumière aussi davantage les initiatives portées par les femmes. Oui, et aussi pour les femmes qui pratiquent la danse, qu'en fait elles ont un tel savoir dans leur corps. Vraiment. Et en tant que femme, parfois, je pense que la confiance en soi n'est pas du tout une évidence. Ça, c'est clair. C'est aussi la société qui nous amène à ça. Mais que c'est une force et c'est une ressource incroyable ce que la danse nous apporte physiquement, mentalement. Et qu'il suffit parfois, effectivement, de s'en saisir et de passer à la vitesse supérieure, peut-être. Voilà. Je sais, j'ai pas de conseils à donner, sinon plus que ça à d'autres. Je suis moi-même encore en train d'apprendre et de travailler, et d'essayer de creuser mon propre sillon. Mais j'espère que de plus en plus de femmes le verront, ça, en fait, dans leur carrière. Super. On finit par un petit quiz très rapide. Vas-y. Allez. Un festival qu'il ne faut pas manquer pour la danse. Peut-être toujours sur Cité Danse pour le hip-hop, qui reste un endroit passionnant tous les ans. Montpellier Danse et la Biennale de Lyon restent des endroits très importants pour le développement de la danse. Et peut-être en ce moment la Biennale de Venise aussi, la Biennale de danse de Venise, qui est moins connue que les autres biennales, mais qui fait des choses formidables. Un livre sur la danse qui n'a pas été écrit par toi. J'ai envie de reparler, peut-être que c'est le contexte social et politique qui m'amène à ça, mais je m'y suis replongée récemment dans le travail de l'historienne Laure Gilbert, qui a écrit un livre qui s'appelle Danser pour le Troisième Reich, qui met en valeur les mécanismes en fait, non seulement du développement de la danse moderne allemande, mais aussi des relations qu'elle développe avec le fascisme, avec le système nazi, de ce que ça fait en fait, au monde de la danse. C'est très riche, c'est dense, c'est un travail historique très, très approfondi, mais c'est puissant à lire aujourd'hui, je trouve. Voilà. Super, donc c'est ta recommandation. Voilà, je crois qu'il n'était plus imprimé, mais il se trouve toujours en librairie, quoi qu'il en soit. Et puis sinon, il y a plein de collègues qui font des choses formidables. Là, je suis en train de penser à Isabelle Calabre, qui vient de publier un livre illustré pour enfants sur le quadrille créole, qui est un sujet sur lequel elle travaille depuis longtemps, qui est publié dans des éditions, une maison d'édition des Antilles, et qui du coup met en valeur une forme qu'on connaît très mal et à laquelle on pense pas forcément, alors même qu'elle est dans le champ de la danse française. Un critique qui a été pour toi important parce qu'il t'a nourri dans ta manière d'écrire ou inspirant, je dis une, bien sûr. Je suis désolée, je vais encore en donner plusieurs. Je vais parler de critique anglo-saxon en l'occurrence parce que ça m'a beaucoup nourri. Alors d'une part, Clement Crisp, qui est le critique de danse historique du Financial Times, qui n'a pas été très aimé toujours par le champ de la danse, mais qui avait une écriture
drôle et acerbe à plein d'endroits et qui assumait complètement le côté opinion de la critique. Après, plus proche de mon rapport, je pense à la critique, j'ai énormément d'admiration pour Judith McCrell, qui était la critique de danse du Guardian jusqu'à il y a quelques années. Sanjoy Roy aussi, et plus loin, mais pour le coup, il y a une anthologie une anthologie de ces critiques qui existe, Arlene Corchi, une critique américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, à une époque où il y avait beaucoup d'espace pour la critique de danse et où donc son travail, c'est presque une série de mini-essais en fait, où on apprend tellement de choses sur la danse américaine de son époque. C'est passionnant. Très bien, mais merci infiniment Laura. Merci à toi. Merci pour ce moment avec toi qui était très riche. On a hâte de voir la BD maintenant. Merci. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.